Bonsoir et merci à Robert Nissen pour une introduction comme on aime les entendre. Il faut dire, moi je n'emploie pas de gros mots et quand j'ai employé cette expression, c'était une citation en fait d'un roman de Raymond Queneau, Zazie dans le métro. Et si vous ne connaissez pas cette citation, ça dit la chose suivante. Il y a donc le monsieur dans le métro qui voit la petite Zazie et qui lui demande ce qu'elle veut faire quand elle est grande, comme on demande aux enfants. Et la petite Zazie dit « Je veux être maîtresse d'école ». Ah, alors le monsieur, il est ravi d'entendre ça. Et alors il lui dit « Mais pourquoi tu veux être maîtresse d'école ?» Elle dit « Pour faire chier les mômes ». Voilà. Et elle explique, parce que là, elle a souffert à l'école, elle veut continuer cette tradition et elle veut se venger sur les générations suivantes. Alors, ce n'est pas la perspective dans laquelle on va envisager les choses ce soir. Mais quel défi, quel challenge de ne pas être une Cassandre quand on veut parler justement de comprendre les temps qui sont les nôtres. Ça va être, je ne sais pas si j'arriverai à remplir la tâche. Cette expression de comprendre les temps qui sont les nôtres, c'est une citation là aussi. C'est une citation de Hegel, du philosophe allemand. Hegel, ça fait partie d'un texte qu'il écrit au tout début du XIXe siècle, peu de temps avant sa mort, une réflexion sur la philosophie de l'histoire. Et une partie de cette réflexion sur la philosophie de l'histoire qu'on a extraite, on en a fait un petit livre qui s'appelle « La raison dans l'histoire ». Et la raison chez Hegel, la raison, c'est un petit peu de l'ordre du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se réalise dans l'histoire. Dieu n'est peut-être pas derrière nous, qui nous a créés, mais Dieu est peut-être devant nous. Dieu est peut-être la chose qui va se réaliser à l'avenir. Et cette réflexion sur comprendre les temps qui sont les nôtres, il la propose dans un passage où il parle de ce qu'il appelle les grands hommes. Et les grands hommes, en fait, ils se limitent à peu de personnages sous sa plume. C'est essentiellement Alexandre, Jules César et Napoléon. Et il se pose la question de qu'est-ce qui a fait de ces personnages-là des personnages tout particuliers. Et quand il parle de Napoléon, c'est un personnage qui lui est contemporain. Non seulement ça, il l'a vu quand il l'a vu par la fenêtre. Il a vu Napoléon, la tête de ses troupes, entrer dans la ville de Iéna. Et il écrit à son ami Niethammer et lui dit « J'ai vu l'esprit du monde à cheval ». Il est convaincu qu'il a vu quelque chose d'important. Là, il a assisté à un moment de l'histoire, l'entrée de Napoléon en Allemagne. Qu'est-ce qui distingue ces grands hommes selon Hegel? C'est précisément qu'ils ont compris leur époque. Ce qui les a distingués des autres, c'est qu'ils étaient en prise, ils étaient sur la même longueur d'onde que l'époque qui était la leur, ce qui est très difficile, souligne-t-il. Et c'est vrai que quand nous voyons les discours, par exemple, de la Révolution française, eh bien dans ces discours, on parle énormément des Gracques, on parle énormément, combien de fois, dans combien de discours de la Révolution française ne parlons-nous pas de Brutus et de Jules César? C'est-à-dire que nous avons une difficulté à être véritablement là, dans l'époque qui est la nôtre. Nous faisons des comparaisons par rapport à des choses qui se sont passées. On a parlé tout à l'heure de la crise des subprimes. Des comparaisons à l'infini nous ont été proposées sur des parallèles entre la crise des subprimes et la crise des années 30 à la suite de l'effondrement des marchés boursiers en 1929. Et donc, ce qui caractérise les grands hommes, d'abord, dit Hegel, ils sont devenus des tyrans. Ils sont devenus des tyrans parce que le fait qu'ils comprenaient leur époque bien mieux que les autres, tout autour d'eux, a fait qu'ils ont dû, pour imposer ces idées, ils ont dû utiliser des moyens l'expression qui vient chez Hegel, il dit ils ont dû écraser beaucoup de petites fleurs sur le bord du chemin, c'est-à-dire qu'ils ont dû passer un petit peu, je dirais, comme un bulldozer pour imposer à leur époque les idées qui étaient les idées de cette époque-là. Et alors, dit Hegel, eh bien, en général, comme c'était des tyrans, ils ont fini par être renversés, on s'est débarrassé d'eux, mais, heureusement pour nous, dit-il, ils ont inscrit dans les lois ce qui était l'esprit du Nouveau Monde. Et on le sait pour le Code Napoléon, on sait aussi que, bien sûr, que Jules César change la nature de la République romaine.
ils inscrivent la nouvelle réalité dans le monde avant que le monde se débarrasse d'eux comme tyrans, puisque la nouvelle réalité est là et on n'a plus besoin de tyrans si le monde s'est adapté à cette nouvelle réalité. Les temps qui sont les nôtres sont des temps véritablement étonnants, en particulier pour quelqu'un qui a mon âge. Je suis né en 1946, je vais avoir 69 ans bientôt, et j'ai vécu mon enfance dans un monde où on nous disait, pour employer l'expression qui est utilisée par le philosophe d'origine russe Alexandre Kojève, qui s'appelait Kojèvnikov au départ, la fin de l'histoire. On nous présentait, à nous, enfants, le monde dans lequel nous vivons, comme étant un monde de la fin de l'histoire. Non pas qu'il ne se passerait plus des choses, que le monde s'arrêterait de tourner, mais nous entrions sur un... Le monde était en vitesse de croisière, c'est ce qu'on nous disait. On avait atteint un plateau, les choses étaient under control, tout était bien contrôlé, et le monde allait se reproduire comme il était dans les années 50, indéfiniment. Quelques années plus tard, c'est-à-dire maintenant, la vision a entièrement changé. Il y a un contraste absolu entre la manière dont nous représentons les choses maintenant et cette idée d'état stationnaire dans lequel nous aurions pu vivre indéfiniment dans les années 50. Quand on parle des années 50, des années 60, il faut bien entendu pas les idéaliser non plus. D'un point de vue économique, oui, effectivement, dans un monde en reconstruction, les choses sont toujours assez florissantes. Il y a du travail pour tout le monde, il y a des choses à faire, il faut reconstruire le monde qui a été détruit. Mais il faut se souvenir aussi que c'était l'époque de la guerre froide. C'était l'époque où la disparition même de nos cultures était quelque chose qui était inenvisageable. Et nous savons maintenant, par des enregistrements, nous savons que nous sommes passés très très près d'une guerre thermonucléaire. Quand il y a eu la crise, la fameuse crise des missiles de Cuba, on est passé très 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 près. Et nous devons à la personnalité de gens comme John Kennedy et de Nikita Khrouchtchev que ce n'ait pas eu lieu. Ce n'étaient pas des périodes, je dirais, sans danger déjà pour l'humanité. Est-ce que ça aurait conduit à une extinction de la race humaine? C'est possible, c'est possible. Il y a eu des films à l'époque, des romans aussi, qui nous parlaient de la disparition totale de l'être humain. Vous avez peut-être vu ce film qui s'appelle en français Le Dernier Rivage, On the Beach. C'est un film qui avait été fait à partir d'un roman à succès, donc à la fin des années 50. Et c'est un monde où la guerre nucléaire a eu lieu, et il n'y a plus qu'en Australie qu'il y a encore une population qui vit pendant quelques mois parce que le nuage n'a pas encore atteint. Voilà l'époque de ce monde qu'on nous présente souvent comme un monde extrêmement, florissant, sans problème. C'était un monde de l'équilibre, de la terreur, comme on dit. Et maintenant, les scientifiques, l'analyse que nous pouvons faire du monde autour de nous conduit justement à nous poser la question, est-ce que l'espèce va survivre? Et donc il y a ce contraste extraordinaire entre cette confiance, je dirais, qui était absolue et qui transcendait même la réalité des événements autour de nous, et les questions que nous nous posons maintenant. Il a été fait allusion dans la présentation au fait que je travaillais pour les British Telecom sur un projet d'intelligence artificielle et que toute notre équipe, à notre insu, ce n'était pas pour British Telecom que nous travaillions. C'est uniquement quand les budgets ont baissé, justement du fait de la fin de la guerre froide, qu'on a dû nous annoncer que finalement, en raison des coupes budgétaires, il fallait reformuler notre approche, et qu'on a dû nous dire, non, vous ne travaillez pas pour British Telecom, vous travaillez en fait pour le ministère de la Défense. Non, vous ne travaillez pas pour un système où, vous savez, où simplement un robot aurait deviné plus ou moins pourquoi vous appelez la compagnie pour poser des questions. En fait, non. Ce qu'on faisait, c'était des choses qui devaient aider dans le cockpit des avions de chasse. Et il y a une nouvelle qui est très récente, ça date à mon sens d'une ou deux semaines. C'est la chose suivante, c'est qu'il y a un très grand chercheur d'origine chinoise, monsieur Andrew Ng,
travaillait à Stanford, était à la tête d'une équipe d'intelligence artificielle très très importante, probablement une des personnes, une personne parmi les 5 principales aux États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et cette personne a décidé de quitter les États-Unis pour aller travailler pour la compagnie Baidu. La compagnie Baidu, en Chine, elle fait quelque chose de l'ordre de ce que fait Google dans nos pays. Et dans l'annonce qui a été faite, de ce qui va être fait justement par ce grand chercheur en intelligence artificielle en Chine, une alliance entre cette compagnie Baidu et le ministère de la Défense chinois. Donc ce n'est pas pour me surprendre, puisque je me suis retrouvé dans une situation du même ordre. Mais quand on nous parle maintenant de ce qu'on appelle la singularité, c'est-à-dire le moment où de manière indiscutable, la machine sera devenue plus intelligente que nous, alors qu'elle l'est déjà dans bien des domaines. Au moment où cette singularité aura lieu, c'est-à-dire où nous serons en fait dépassés par la machine que nous avons créée, si ce sont des ministères de la Défense, et des ministères de la Défense chinois en particulier, qui gèrent cette chose, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant. Il y a quelque chose que des Norvégiens sont en train de mettre au point, qui s'appelle des munitions intelligentes. Alors je ne dois pas vous faire un dessin sur ce que c'est des munitions intelligentes. C'est une machine qui tire et qui prend la décision elle-même. Les drones, c'est encore nous qui décidons. Il y a un pilote qui dit à la machine à quel moment elle doit tirer. Une machine intelligente qui prend la décision toute seule, c'est bien inquiétant. Il y a un appel qui a été lancé récemment par Stephen Hawking, l'astrophysicien, par un certain nombre d'autres personnes, en disant il faut absolument que nous reprenions le pouvoir sur l'intelligence artificielle. Si nous ne le faisons pas, eh bien vous connaissez, c'est une série de films de science-fiction qui s'appelle Terminator, c'est-à-dire que la machine finit par se débarrasser de nous. Et voilà, il y a quelques êtres humains qui essayent encore, je dirais, de combattre la machine, mais le robot a pris le pouvoir. Et malheureusement, il y a des films de science-fiction qui sont des histoires dont la vraisemblance est, je dirais, limitée quant à être des prédictions sur l'avenir. Mais Terminator, ce n'est pas une chose que nous pouvons éliminer d'office comme étant quelque chose qui n'a pas de sens, puisqu'on est en train de le faire pour nous. On est en train de voir un des grands chercheurs en intelligence artificielle en ce moment, d'origine chinoise, retourner en Chine et travailler délibérément à un projet commun entre un moteur de recherche et le ministère de la Défense. Quand nous réfléchissons à notre capacité à modifier le cours des événements comme espèce par rapport à ce que nous voudrions faire, le fait que des philosophes depuis bien longtemps, et en particulier dans notre culture, qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans une lettre qu'il envoie à des amis, le philosophe Platon dit il faudrait bien que le prince soit un philosophe, que si un État veut mettre à sa tête quelqu'un, il faut soit que ce soit un philosophe, soit si c'est un prince qui n'est pas un philosophe, il faut qu'il devienne philosophe. Il faut que nous fassions communiquer le domaine de la connaissance avec celui des décisions que nous prenons. Et malheureusement, et c'est dans ce cadre-là qu'il faut que nous envisagions l'avenir, ça n'a pas eu lieu. 21 siècles plus 4, ça nous fait 25 siècles que nous avons... quelqu'un nous a dit ça, quelqu'un qui réfléchissait bien. Platon était un élève de Socrate et qui réfléchissait bien. Il a été le professeur d'Aristote qui réfléchissait bien lui aussi. Et ça n'a pas eu lieu. En particulier, une solution idiote à nos problèmes qui s'appelle la guerre, nous l'utilisons toujours avec le même enthousiasme. Et le siècle qui s'est terminé récemment, le XXe siècle, est peut-être un des siècles où on a utilisé la guerre d'une manière les plus massives. Le XXe siècle est certainement le siècle où les massacres ont été les plus nombreux, les plus cohérents. Les nombres de morts sont extraordinaires dans la Première Guerre mondiale comme dans la Seconde.
Si nous voulons nous convaincre qu'il faut peut-être changer de cap, notre capacité à le faire dans le passé, en tout cas, n'est pas convaincante. Le prince n'a pas beaucoup demandé le conseil du philosophe. Quand il lui a demandé de temps en temps, et il a fait allusion à la commission Attali, 2 commissions Attali récemment, donc dont les résultats ont été demandés de manière, je dirais, très solennelle et très grandiloquente par des présidents de la République, par M. Sarkozy et puis par M. Hollande. 2 groupes de réflexion qui travaillent plusieurs années à produire des propositions. 2 cas. Finalement, M. Sarkozy a repris quelques propositions d'Attali dans le premier rapport. Mais le camouflet a été encore beaucoup plus grand pour cette commission sur l'économie positive, puisque M. Hollande n'a rien dit sur le rapport. Il n'a même pas été question de choisir dans la liste et peut-être prendre quelques propositions. Rien n'a été dit une fois que le rapport a été déposé. Le malentendu existait peut-être depuis le départ, puisque au moment où le projet est lancé, M. Hollande parle d'une économie, l'économie positive, selon lui, c'est l'économie qui doit apparaître dans les interstices du système économique tel qu'il existe, alors que dans le discours de Jacques Attali, l'économie positive, c'est celle qui doit venir maintenant pour remplacer celle qui est là en place. Ces 2 conceptions, effectivement, absolument inconciliables. Alors, dans quel état se trouve ce monde que nous connaissons? J'ai la double expérience de pouvoir l'examiner avec l'œil de l'anthropologue, mais je peux l'examiner aussi avec l'œil du banquier, puisque j'ai travaillé, je dirais essentiellement comme technicien, mais dans le monde de la banque aussi pendant 18 ans, et probablement dans les endroits, je dirais, où on était un petit peu le fer de lance, où on était un peu à la pointe de la recherche financière, ces entreprises aux États-Unis, en particulier en Californie, où j'ai travaillé. Le monde dans lequel nous sommes est un monde sur lequel nous alertent les physiciens, les chimistes, les biologistes, en nous disant « nous allons droit dans le mur, nous allons à notre perte ». Les problèmes environnementaux sont extraordinaires. Vous avez peut-être vu ça, moi j'ai vu ça, c'est quoi, hier ou avant-hier. Il va y avoir des Jeux Olympiques à Rio de Janeiro. Et puis on fait une petite... voilà, il y a un reporter qui va sur place et qui interroge les biologistes, et on voit ces eaux qui sont couvertes de déchets. Vous savez qu'au milieu du Pacifique, il y a une énorme île qui est constituée de déchets, de plastique, etc. Nous sommes en train, même si nous commençons à y réfléchir, nous faisons quelques efforts depuis peu de temps, nous avons construit essentiellement une énorme poubelle autour de nous. Nous n'avons pas été très bons à nous débarrasser de nos déchets. Sans mentionner même, je dirais, le cas du nucléaire, où nous demandons aux générations suivantes de résoudre le problème du stockage des déchets nucléaires. Nous sommes très optimistes de ce point de vue-là, puisque nous considérons que les générations futures vont trouver le moyen de s'occuper de cela. Imaginons que les choses aillent un peu moins bien que maintenant. Nous avons de l'ordre de 450 centrales nucléaires qui demandent une surveillance constante. Et même une surveillance constante, nous l'avons vu à Fukushima, n'est pas encore la panacée. Il aurait encore fallu qu'on tienne compte du fait qu'un tsunami et qu'un tremblement de terre puissent se passer au même moment, alors que nous savons qu'il y a un rapport entre les deux. Et nous avons un monde qui est comme ça, non seulement en voie de poubellification, mais aussi avec des choses qui demandent, comme des centrales nucléaires, qui demandent une surveillance constante. C'est quelqu'un sur mon blog qui faisait la réflexion l'autre jour que s'il faut des boîtes noires dans un avion, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de loi qui impose qu'il y ait des boîtes noires dans la salle de commande d'une centrale nucléaire. C'est peut-être une chose à laquelle il faudrait penser. Alors, poubellification ou poubellication, problème du climat, nous savons, la question reste ouverte. Il y a 95% des scientifiques, qui sont des spécialistes du climat, qui disent que c'est probablement nous, l'être humain, qui conduisons à
à l'augmentation de la température. Il y en a 5%, reconnaissons leur existence, qui considèrent que c'est probablement pas ça. Ça pourrait être des cycles d'ordre solaire ou des choses, je dirais, un peu plus naturelles que nous en plus. Mais le climat est en train de changer, et ça, il y a accélération. Le climat, la température augmente, ce qui fait fondre les calottes polaires, mais non seulement ça, il y a quelque chose d'encore plus évident, c'est le fait que simplement un liquide dont la température augmente prend un plus grand volume, et donc il y a de plus en plus d'eau et de grands morceaux de nos villes. Nous avons eu tendance à mettre nos villes au bord de l'eau, au bord de la mer, parce que là, les océans sont une source de richesse, en particulier par la pêche, mais aussi ce sont des moyens de communication pour aller loin. Nous sommes dans un monde aussi où le climat évolue rapidement. La biodiversité, on considère que déjà que nous sommes dans une époque d'extinction. L'homme, le changement de milieu par l'homme. Il y a bien entendu la destruction d'espèces animales autour de nous. Nous sommes débarrassés entièrement de celles dont nous considérions qu'elles étaient une menace. Mais le simple fait, par exemple, que nous détruisions les forêts pour aller nous installer, modifie de manière dramatique la biodiversité. Le nombre d'espèces animales est en chute libre. Il y a en ce moment une grande extinction qui a lieu. Et là, il n'y a pas de doute, c'est notre activité humaine qui est à la source de cette extinction. Alors, la question qui se pose, est-ce que nous allons faire partie de cette extinction, oui ou non, ou bien ce sera simplement tous les animaux autour d'eux? Et là, les physiciens, là, les chimistes nous disent non, il est possible que nous soyons balayés aussi. Il y a des grands cycles naturels, en particulier le cycle de l'azote et le cycle du phosphore, qui sont en train d'être irrémédiablement abîmés. Alors pourquoi? Parce que nous utilisons des produits azotés, la manière dont nous les utilisons comme engrais, etc., fait qu'une grande partie se diffuse dans l'atmosphère au lieu que de se retrouver dans le sol, et la quantité d'azote libérée de cette manière-là a doublé depuis que les êtres humains sont là. Le phosphore aussi, nous le découvrons dans la terre, nous l'utilisons comme engrais. Il se retrouve dans les effluents qui est l'eau qui ruisselle des terrains. Il y a aussi ce phosphore que nous mangeons et qui lui aussi se retrouve éliminé par les égouts de cette manière-là. On entre dans des choses qui sont de l'ordre de l'irréversible. Et là, on est, je dirais, au niveau simplement de notre environnement. Il y a un autre aspect, et j'ai déjà fait allusion, que nous cessons de maîtriser. Nous avons inventé la machine. Nous inventons la machine. Au départ, qu'est-ce que c'est? C'est le moulin à eau, c'est le moulin à vent. Nous utilisons des forces naturelles pour nous aider dans nos efforts. Et ce processus de mécanisation avance. Nous inventons la science. Une partie de cette science, nous pouvons l'appliquer et nous créons des technologies à partir de là. Et nous avons avancé très vite de ce côté-là. Nos populations humaines sont de plus en plus nombreuses. Une des conséquences immédiates du fait que nous sommes de plus en plus nombreux, c'est que les interactions entre nous augmentent. Pas avec le nombre de personnes. Quand je ne sais pas comment un penseur comme Adam Smith parle de l'économie pour la première fois dans un livre qui est publié en 1776 sur l'origine de la richesse des nations, il nous décrit des êtres humains qui prennent des décisions, et ces décisions, ils vont les appliquer, et puis leur volonté va faire que ces choses vont être réalisées. Ce qui se passe maintenant, c'est que nous sommes beaucoup plus nombreux, et entre notre décision de faire quelque chose et sa réalisation, il y a de plus en plus d'intermédiaires, il y a de plus en plus de choses qui peuvent intervenir, il y a de plus en plus d'impondérables, comme on dit. Mais ces impondérables, ils sont liés au fait que nous sommes de plus en plus nombreux. D'autres difficultés viennent du fait que nous avons voyagé. Nous sommes en particulier allés coloniser d'autres pays. Les gens qui se trouvaient dans ces pays-là ne sont pas nécessairement restés là. Nous avons eu besoin d'eux comme main-d'œuvre, des choses de cet ordre-là. Et nous nous trouvons dans un monde où nous essayons de vivre ensemble. Nous avons chacun une vue
de la vie en société, ce que Aristote appelait la philia, la bonne volonté que nous mettons à vivre en bonne entente avec les autres, que nous mettons en œuvre quand nous sommes dans un embouteillage et qu'il faut qu'on recule un petit peu ou avance pour qu'on puisse s'en sortir. C'est la bonne volonté que nous mettons. Mais cette bonne volonté à vivre avec les autres, elle est définie culturellement, elle n'est pas la même partout. Et quand nous nous retrouvons dans des environnements où la représentation de ce que c'est que de vivre en bonne entente avec les autres est différente, alors on arrive à des catastrophes comme celle du 11 janvier. C'est-à-dire qu'il y a des conflits entre la manière dont on se représente, ce qui est la manière, comment dire, décente, comme disait Orwell, de se conduire vis-à-vis des autres. Et ça, c'est lié au fait que nous sommes de plus en plus nombreux et que des gens de cultures très différentes se retrouvent dans les mêmes milieux. Il y avait déjà en Chine une ville de 1 million d'habitants au XVe ou au XVIe siècle. Mais c'était une exception, ce n'était pas, ces choses-là n'arrivaient pas souvent. Maintenant, des villes de 1 million d'habitants, nous en avons partout. Si on ne veut pas qu'il y ait de la police à tous les coins de rue pour essayer d'organiser ça, il faut que nous puissions vivre ensemble. Et c'est de plus en plus compliqué, justement parce que, en particulier, nous sommes de plus en plus nombreux, les choses ont évolué, et il y a des cultures qui se retrouvent côte à côte avec des représentations différentes, probablement, comment dire, justifiables chacune pour soi, mais qui peuvent entrer en conflit parce que la représentation n'est pas la même. Ce que le sociologue Émile Durkheim appelait le social intériorisé, c'est-à-dire les choses que nous faisons, la morale, l'éthique que nous appliquons sans y penser, simplement parce que c'est comme ça. Voilà. Si on se rend compte que si on faisait autrement, ben, ce serait très très difficile. Alors, il y a bien des gens qui deviennent gangsters, oui, ça arrive, etc., mais la plupart d'entre nous, nous nous conduisons de manière normal vis-à-vis des autres pour rendre les choses plus faciles sans que nous réfléchissions à tout moment à nous demander si nous pouvons le faire ou si nous devions faire autrement. Le social intériorisé. Mais justement, dans un monde où nous sommes de plus en plus nombreux, ce social intériorisé peut entrer en conflit parce qu'il n'est pas le même. Le monde devient plus complexe aussi parce que nous avons inventé une machine qui a véritablement révolutionné la manière dont nous faisons les choses. C'est autour des... Voilà, après la guerre... les premiers ordinateurs apparaissent dans les dernières années de la guerre de 40, mais le tournant pour nous, le véritable tournant, c'est à partir des années 1975, quand on commence à élaborer l'idée d'un ordinateur personnel, d'un petit ordinateur que chacun pourrait avoir. Et donc au tout début des années 80, l'ordinateur personnel arrive, et il intervient dans notre vie et il nous simplifie la vie considérablement. Il y a des tâches qui disparaissent entièrement. J'écoutais l'autre jour, sans faire trop attention, la conversation d'une dame à côté de moi qui expliquait à une personne beaucoup plus jeune comment on tapait à la machine autrefois. Et alors elle disait, voilà, on mettait la première feuille, et puis on mettait du carbone, et puis on mettait des papiers très fins ensuite, et elle cherchait l'expression papier, et moi je savais que c'était papier pelure, mais je ne voulais pas lui faire comprendre que j'écoutais ce qu'elle était en train de dire. Et tout ça a disparu, bien entendu. Les secrétaires, les sténodactylos n'ont pas été délocalisés en Chine ou en Extrême-Orient. Elles ont disparu purement et simplement. Pourquoi? Parce que un logiciel, le traitement de texte, est apparu qui a permis de remplacer entièrement ces tâches-là. Mais les tâches sont de plus en plus nombreuses qui sont remplacées par cela. Ça nous pose un problème dans la mesure où la plupart d'entre nous gagnons notre vie parce que nous travaillons, nous sommes payés un salaire. Dans un monde où de plus en plus nous sommes remplacés par la machine, cela va poser des problèmes de société de plus en plus. Parce que la richesse créée par l'ordinateur, elle ne va pas, et c'est un philosophe du début du 19e siècle, un Suisse qui s'appelait Sismondi, qui avait fait la remarque pour commencer, la personne remplacée par une machine ne bénéficie pas de ça. C'est le propriétaire de la machine qui va en bénéficier. Et dans nos sociétés, ce sont les actionnaires des sociétés qui vont recevoir des dividendes. Ou alors ce sont les dirigeants des entreprises qui vont être payés des sommes de plus en plus considérables. Les primes qu'ils vont recevoir vont être de plus en plus extraordinaires. Ou, si vous lisez la presse tous les jours, vous entendez parler de sommes considérables, de bonus qui sont décernés à une personne ou à une autre.
en principe parce que cette personne représente un talent particulier. Mais quand M. Henry Ford, dans les années 1910, qui se défend contre le fait qu'il est payé 40 fois plus que l'employé le moins bien payé dans son entreprise, il se défend en disant, voilà, 40, je le mérite dans la mesure où je fais en sorte que les travailleurs de mon entreprise puissent acheter les voitures qu'ils produisent eux-mêmes. Maintenant, on est passé de 40 à de l'ordre de 450 et ce n'est plus 450 fois l'employé le moins bien payé. Dans les grosses entreprises, c'est le salaire moyen. Le dirigeant de l'entreprise gagne en moyenne 450 fois plus que le salaire moyen dans l'entreprise. Quand la compagnie Enron s'effondre aux États-Unis, on crée un fonds de soutien à l'ensemble des employés. Un fonds de soutien de 5 millions de dollars qui va permettre de donner une compensation aux employés qui disparaissent. La même somme de 5 millions de dollars est attribuée à un dirigeant contre la promesse qu'il restera encore 90 jours dans l'entreprise pour la diriger. Nous vivons dans un monde avec des contrastes de ce type-là. Mais d'autres choses sont liées à cette intervention de l'ordinateur. Il y a de plus en plus de choses que les ordinateurs font sans même notre surveillance. Je parlais tout à l'heure de cette idée absolument, consternante et effrayante d'une munition intelligente. On peut imaginer ce que c'est. Mais nous savons maintenant que sur les marchés boursiers, de l'ordre de 50-60% des opérations sont faites à un rythme de 2000 opérations à la seconde par des ordinateurs. Quand il a fallu analyser une crise, un crash qui avait eu lieu en 2010, au mois de mai de 2010, il a fallu analyser 28 000 opérations. Ces 28 000 opérations avaient eu lieu en 14 secondes. 14 secondes pour quelqu'un qui est un être humain, qui est là à regarder ce qui se passe. 14 secondes, c'est juste le temps de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de mal tourner. La crise des marchés boursiers en 1929, qui était donc un crash, du même ordre, elle a eu lieu sur 3 semaines. Sur 3 semaines. Les échelles de temps sont d'ordre tout à fait différent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 100% de machines sur les marchés boursiers? C'est très simple. La raison est en fait extrêmement cynique. C'est parce qu'il faut bien que ces machines trouvent de l'argent à prendre. Et le trader qui a été un héros autrefois, le trader humain, n'est pas une personne qui peut faire 2000 opérations à la seconde, et par conséquent, c'est lui qu'on va plumer. Et donc, il faut qu'il y ait encore des êtres humains pour qu'il y ait de l'argent à récolter par les machines. On vous parle de big data, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez entrer dans un centre commercial dans l'avenir proche, eh bien, votre téléphone va commencer à vous parler, comme il le fait déjà si vous utilisez ça pour circuler, pour que la machine vous conseille sur un itinéraire que vous faites en voiture. Eh bien, quand vous entrerez dans le centre commercial, la machine vous dira ce que vous avez envie d'acheter et vous dira à quel endroit ça se trouve exactement. Vous n'allez pas perdre de temps. Alors les gens qui me parlaient de ça, c'était des gens qui étaient en train de mettre ça au point et qui me posaient la question en disant est-ce que ça va inquiéter les gens que ça va se passer comme ça bientôt? Et alors la discussion, c'était que non, il y a des gens que ça va inquiéter, mais il y en a d'autres qui vont trouver ça formidable. Trouver ça formidable. Au lieu de perdre son temps à regarder la paire de chaussures qu'on va peut-être acheter, eh bien l'ordinateur, votre téléphone va vous dire laquelle vous voulez, où elle se trouve, et le problème va être réglé. Pourquoi est-ce que l'ordinateur connaît la paire que vous voulez acheter? Eh bien parce qu'il a analysé toutes vos données sur Facebook, tout ce que vous avez pu raconter sur Twitter si vous faites ça, tout ce que vous avez pu dire sur les réseaux sociaux, tout ça, tous vos mails. Vous le savez bien, quand vous écrivez un mail maintenant et que la publicité va se mettre à côté, qui vous dit exactement des choses qui sont en rapport avec ce que vous faites là, l'ordinateur va savoir bien mieux que vous qui vous êtes et va vous dire ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que ça produit aussi? Ça produit un déclassement. Robert tout à l'heure a fait allusion au fait que j'ai fait partie de la première génération des gens qui ont fait des logiciels financiers. À l'époque, une des choses, par exemple, qu'on a mis tout de suite dans un logiciel, c'est calculer la valeur d'une obligation. Une obligation, c'était mis à une époque, il y a des intérêts qui vont être versés, mais l'obligation a peut-être déjà 5 ans sur une vie de 25 ans. Qu'est-ce que ça vaut maintenant?
à l'époque où j'ai commencé à m'occuper de ces choses-là, il y avait encore des gens qui utilisaient des règles à calculer pour faire ça. Il fallait 20 minutes pour faire un calcul de ce type-là. Après, quand nous avons écrit les logiciels pour le faire, eh bien, la personne qui voulait savoir la valeur d'une obligation, elle poussait juste sur le bon bouton et le calcul était fait. Au tout début des logiciels, on ne pensait pas à ça, qu'en fait, il fallait garder les boutons de la même couleur. On se disait, on va faire une nouvelle version, on va faire ça mieux. Et alors, on faisait une case qui était verte, alors que dans la première version, elle était rose. On a appris tout de suite qu'il ne fallait pas faire ça, parce qu'il y a des gens qui allaient continuer à taper sur le rose sans réfléchir au fait que ça avait peut-être changé. Déclassement, parce que celui qui utilise maintenant un logiciel, il ne sait plus nécessairement comment ça marche à l'intérieur du logiciel. Celui qui pousse pour savoir la valeur d'une obligation, il ne sait plus nécessairement comment on fait le calcul. Il ne sait plus nécessairement comment on fait le calcul. Alors, j'en ai parlé au départ pour un peu introduire l'intelligence artificielle. Oui, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Oui, c'est vrai qu'à une époque, il y a eu un petit peu, on était un peu sur une voie de garage. C'est vrai que dans les années 90, il y avait l'intelligence artificielle n'avançait plus beaucoup, mais c'est reparti. On a résolu un certain type de problèmes. Il y avait des problèmes pour la vision d'un robot, ça a été résolu, etc. Très rapidement maintenant, la machine, elle fait déjà mieux que nous dans certains domaines, elle gagne à des concours télévisés, elle gagne aux échecs, etc. Mais il est bien probable que dans la plupart des domaines, la machine fera mieux que nous et le choix pour un employeur d'utiliser une machine, un robot, un logiciel plutôt qu'un être humain va être de moins en moins difficile, c'est-à-dire qu'il y a intérêt à utiliser la machine. Il y a déjà une compagnie qui a nommé un robot à son conseil d'administration parce que cette machine va donner va prendre des décisions qui sont éclairées. Notre système financier, notre système économique, nous le savons, n'est pas en bonne santé. On a de nouvelles tous les jours de l'évolution de la crise liée à la Grèce dans la zone euro. Ça tient toujours, mais ce n'est pas simple. Il suffit d'un accident pour que les choses dégénèrent rapidement. Quand en 2008, en septembre 2008, quand il y a un effondrement total du système financier, on le sait, c'est lié à la faillite de la banque d'investissement Lehman Brothers, mais on sait aussi qu'il y a eu une réunion la veille de la décision de la faillite. Le dimanche, il y a toutes les grandes autorités des marchés financiers américains qui sont là à discuter avec les dirigeants de Lehman Brothers. On passe en revue tous ensemble les causes possibles, les accidents possibles liés à une faillite de la banque. Il y a une liste de 16 articles qui est faite de choses qui pourraient mal tourner. On s'est dit oui, mais finalement, non, on a pris les précautions qu'il fallait, etc. Quelques jours plus tard, l'effondrement du système sur les money markets, sur les marchés des produits, des instruments de dette à court terme, il n'était pas dans la liste à laquelle on avait pensé. Nous sommes dans la même situation. Nous sommes dans un système, vous le savez sans doute, on a parlé beaucoup de réformes du système financier après 2008, ça n'a pas eu lieu. Il y a des groupes de réflexion, il y a des lois qui ont été passées. Pour la plupart des lois qui ont été passées, eh bien, on n'a pas trouvé le financement pour créer les équipes qu'il faudrait réunir. Pour ce qui est de certaines décisions qui ont été prises, eh bien, il y a eu veto de la part du secteur bancaire pour empêcher la spéculation de déborder ce que nous faisons sur le marché de l'énergie. C'est l'agence internationale pour l'énergie qui en principe nous représente, qui a mis son veto, s'est aligné avec les compagnies pétrolières, etc. Nous sommes dans un système qui est toujours, je dirais, avec la même fragilité qu'elle avait en 2008, avec facteur supplémentaire. Facteur supplémentaire, c'est que la concentration de la richesse a encore augmenté. Ce qui a caractérisé la crise causée par le crash boursier en 1929, c'est que les grosses fortunes ont perdu énormément d'argent dans les années qui ont suivi, dans les années 1929 à, disons, 1934. La différence avec la crise, la différence pour la crise qui est celle de 2008,
c'est que les grosses fortunes n'ont pas perdu d'argent. Pourquoi? D'abord parce qu'il y avait un certain type d'assurance qui existait à l'intérieur du système, ce qu'on appelle les credit default swap, mais surtout, et comme nous le savons, je dirais tous avec, avec une certaine amertume, parce que nos gouvernements sont allés au secours des grosses banques et des grosses fortunes et ont réglé toutes les sommes qu'il fallait régler. Pourquoi l'a-t-on fait? Pourquoi n'a-t-on pas fait comme on fait d'habitude quand il y a une faillite, c'est-à-dire qu'on partage l'argent qui reste et la personne qui a l'argent dit il reste 35 centimes pour chaque euro, on va faire comme ça. Pourquoi est-ce que les gouvernements sont intervenus dans les cas d'Exia, Fortis, etc. à cause du risque systémique, c'est-à-dire d'effondrement total du système. Pourquoi? Parce que le système est maintenant tellement fragile qu'une crise peut effectivement conduire son total effondrement. Pas seulement au niveau des gouvernements, vous le savez sans doute, nous vivons dans un monde de transnationales, de compagnies transnationales, d'énormes compagnies, qui en général arrivent à faire comment appelle-t-on ça gentiment, de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire qu'elles s'arrangent pour payer le moins possible d'impôts dans les différents pays. Vous vous souvenez peut-être ce qui s'est passé, je crois que c'était en 2013, quand la compagnie Apple a dû faire une déposition aux États-Unis sur la manière dont elle payait des impôts. Dans quel pays, on leur posait la question, dans quel pays payez-vous des impôts? Et la compagnie a dû expliquer que pour 65% de ses revenus, c'était attaché à une partie de la compagnie qui n'était plus attachée à aucun pays. On était arrivé par des formules juridiques, en jouant sur les paradis fiscaux, à ce que 65% des revenus ne relèvent plus d'aucun pays. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de taxes à payer d'une manière ou d'une autre. Ces compagnies transnationales sont peu nombreuses. Une étude a été faite par une équipe de l'école polytechnique de Zurich, a fait une étude justement sur l'ensemble des grandes transnationales, a montré que 140 d'entre elles représentent 70%, 70% de l'activité économique du monde, et que le nombre de personnes qui prennent les décisions en raison, je dirais, des intérêts de ces compagnies les unes dans les autres, en termes de décisions qui sont prises, parce que telle compagnie a une majorité des actions dans une autre, etc. Le nombre de personnes qui prennent ces décisions est encore plus petit que 140. Et ces personnes ne sont pas élues, ce sont des gens qui relèvent du monde des affaires, qui relèvent d'un autre monde que celui où nous élisons des représentants dans les entreprises. D'être dans les gouvernements et dans les États. D'où vient le fonctionnement ce fonctionnement des transnationales? Il n'est pas tout à fait en dehors du monde de la loi, mais il est apparu dans le sillage du droit maritime. Et comme vous le savez, le droit maritime, il n'y avait pas nécessairement d'autorité des États sur les océans. Et que faisait-on dans le cas du droit maritime? On était dans l'arbitrage. Et on nous parle maintenant de l'arbitrage comme étant une façon de régler les problèmes entre les États et entre les compagnies transnationales qui obtiendraient un statut qui serait similaire à celui des États. C'est-à-dire que dans le cas de conflit, ça pourrait être très bien une compagnie transnationale qui gagne dans un cas et un État dans un autre. Comment fonctionnait ce droit maritime du XVIIe, du XVIIIe siècle? Arbitrage en présence d'ambassadeurs. On faisait venir des ambassadeurs comme étant les témoins de bonne foi de ce qui était en train de se passer. Pourquoi est-ce que notre système est d'une telle fragilité? Mais simplement parce qu'il fonctionne depuis très longtemps avec un facteur qui introduit de la fragilité, un facteur qui introduit une concentration de la richesse, c'est le fait que nous payons des intérêts. Quand des sommes ont été empruntées, nous payons des intérêts. C'est-à-dire que nous avons au départ deux parties en présence, l'une qui a besoin d'argent et qui ne l'a pas en quantité suffisante et qui va l'emprunter, et l'autre qui a de l'argent, je dirais, en quantité suffisante pour pouvoir s'en passer pendant une certaine période. Et à la fin du processus, à moins d'accident qui est donc le non-remboursement, mais dans les circonstances normales, la partie qui avait déjà de l'argent en plus dont elle pouvait se passer en aura davantage parce que des intérêts vont être payés, et la partie qui avait dû emprunter devra payer une somme supplémentaire
probablement sur la richesse qui a été créée grâce au fait de l'emprunter. Mais pas toujours, parce que vous le savez bien, dans tout ce qui est de l'ordre du crédit à la consommation, la somme qui a été empruntée a été utilisée parce que le ménage en avait besoin et pas pour créer une richesse supplémentaire dont une partie pourrait être versée en intérêt. Alors, nous sommes donc dans une situation où nous avons des problèmes considérables qui se trouvent là donc parallèlement. Problèmes liés à l'environnement et au fait que nous détruisons la nature autour de nous. On parle souvent en termes extrêmement positifs de la croissance, mais la croissance c'est essentiellement le processus de destruction du monde autour de nous. C'est comme ça que nous faisons la croissance. Nous allons creuser dans la terre, nous allons prendre des choses, nous allons détruire de certaines manières, accidentellement parfois, le monde autour de nous. Je viens de prendre le train entre Namur et Liège. Bon, le paysage n'est pas toujours agréable à voir, précisément parce qu'il y a ce processus de destruction de la nature autour de nous et qui ne date pas d'hier, bien sûr, hein, qui date du XVIIIe siècle dans cette région-ci et qui est en train d'avoir lieu. Destruction de la nature autour de nous, complexification du monde parce que nous sommes plus nombreux et aussi parce que nous avons créé cette machine pour nous aider, mais nous confions de plus en plus les décisions qui doivent être prises à cette machine qui est donc hors de contrôle, et nous sommes même prêts à confier à ces machines la guerre, et non pas la guerre sous notre surveillance, mais comme je viens de le dire, la guerre peut être de manière autonome, et par ailleurs un système économique et financier qui n'arrête pas de se dégrader, qui continue de se dégrader. Nous connaissons un petit peu des remèdes parfois, mais voilà, le monde de la finance lui-même n'est pas d'accord, il met son veto et il empêche que les décisions qui doivent être prises soient prises. J'ai parlé de cet effondrement donc en 2008 des money markets. Le régulateur américain, la SEC, se réunit pendant 3 ans pour produire des mesures, mettre au point des mesures pour empêcher qu'une crise de ce type-là ait lieu à nouveau. Ils se réunissent en 2012. On sait, on a non seulement mis au point des mesures, mais on les a testées. Et au moment de la décision doit être prise, il y a, au titre d'expert dans la commission, parmi les membres qui doivent voter, il y a un représentant du milieu financier et qui émet son veto. C'est-à-dire que nous connaissons le remède souvent, mais les intérêts, comme on dit, les intérêts, pas au sens de paiement d'intérêts, mais je dirais le raisonnement un peu à court terme de milieu particulier fait que la bonne décision qui doit être prise n'est pas nécessairement prise. Alors, 3 éléments qui sont extrêmement dangereux. Ils sont déjà dangereux pris séparément et ils demandent des solutions, radicales pour renverser le mouvement qui se dessine dans le cycle du phosphore et de l'azote. C'est pas des choses qui demandent à ce qu'on improvise ou à ce qu'on dise on s'en occupera dans 10 ans ou plus tard. Les physiciens les plus pessimistes, quand ils nous parlent de l'avenir justement de notre espèce à la surface de la Terre en termes physiques et chimiques, nous parlent d'une génération, 2 générations. Une génération, c'est 30 ans, 2 générations, c'est 60 ans. C'est très, très proche de nous. Alors, que faut-il faire? La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Et là, je reviens un petit peu à ce que j'avais dit sur le prince et le philosophe. Notre track record, comme on dit en américain, la manière dont historiquement nous avons résolu ce problème que les gens qui pensent donnent des conseils, prodiguent des conseils à ceux qui dirigent. Et dans tous les cas, ça n'aurait peut-être pas été excellent, mais enfin, il y a quand même avantage à réfléchir sur un problème pour savoir comment il faut faire. Nous ne sommes encore très loin que les décisions des politiques soient prises en fonction du bien général et de la manière dont certaines personnes ont réfléchi au problème. En 1919, John Maynard Keynes, l'économiste britannique, se trouve à Paris pour la conférence de Paris où on va rédiger le traité de Versailles. Et il claque la porte, il était jeune fonctionnaire, mais il n'en peut plus. Il claque la porte et dit nous sommes en train de créer une nouvelle catastrophe, non pas par manque de connaissances sur ce qu'il faut faire, mais simplement parce que les gens qui prennent les décisions sont des gens dont le seul souci est d'être réélus à la prochaine élection. Et beaucoup d'auteurs
nous disent que dans ce livre de 1919, The Economic Consequences of the Peace de Maynard Keynes, se trouvent les conseils qui, s'ils avaient été mis en application, auraient empêché l'apparition du national-socialisme. Et je fais partie des gens qui sont convaincus que oui, effectivement, si on avait appliqué les recommandations de Keynes, le philosophe, dans ce cas-là, le prince n'aurait pas demandé ces mesures qui ont conduit à une catastrophe simplement pour être réélu la fois suivante. Alors, il faudrait d'abord commencer par changer cette mentalité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que nous ne sommes pas dans un monde où la politique est devenue tout à fait professionnalisée et où il est difficile de faire autrement? Nous pouvons dire que ces problèmes ne sont pas solubles. Nous pouvons dire que nous ne pouvons pas les résoudre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si on ne veut pas simplement être là, assister en observateur à l'effondrement du monde, il y a une solution que les auteurs de science-fiction ont déjà bien préconisée. Il y a un film récent que vous avez peut-être vu qui s'appelle Interstellar, un film américain qui, à mon sens, est un film de très grande qualité, qui nous dit, bien, si nous ne pouvons pas changer nos comportements, si nous continuons à nous considérer comme un lemming, à nous comporter comme un lemming, vous savez, le lemming, c'est un campagnol, en fait, qui vit dans les zones arctiques et il épuise entièrement il pullule rapidement, il épuise entièrement son environnement et alors il se met à courir dans toutes les directions et c'est pour ça qu'on en voit parfois dans des documentaires tomber d'une falaise ou essayer de traverser une rivière qui est beaucoup trop large et quand ça marche, eh bien, il trouve une nouvelle vallée. Il n'a pas changé son comportement, il continue à se conduire comme un lemming, mais il a retrouvé une nouvelle vallée dans laquelle il va pouvoir vivre un certain temps. Et peut-être qu'un peu plus tard, eh bien, quand il aura épuisé celle-là, il pourra retourner dans l'ancienne, puisque voilà, elle aura eu l'occasion de se régénérer. Alors, si nous ne pouvons pas, modifier notre comportement, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Il faut aller, à ce moment-là, habiter sur d'autres planètes, puisque nous aurons détruit, en tout cas en ce qui nous concerne, notre survie sur elle, aller vivre dans un autre monde. Le problème, comme vous le savez, même avec des trucs hollywoodiens dans le film, c'est pas encore évident, si vous l'avez vu, c'est que c'est pratiquement impossible. D'abord, dans notre système stellaire, à nous, il n'y a pas d'autre endroit qui soit de la qualité d'une autre. Sur Titan, quand il pleut, c'est du méthane liquide, c'est pas là que nous allons habiter. Il faudrait se trouver dans un autre système stellaire, et les autres systèmes stellaires, ils sont extrêmement loin. Alors, que pouvons-nous faire? Nous pouvons nous dire que c'est terminé. Nous pouvons dire que c'est terminé, qu'il suffit d'attendre et que finalement ça ne nous dérange pas trop particulièrement, en particulier nous-mêmes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il se fait, et nous le savons tous, nous le découvrons parfois avec la stupéfaction comme nous sommes enfants, la nature, dans notre cas, ne nous a pas donné l'immortalité. Elle a donné à certaines bactéries l'immortalité, elles vivent éternellement, elles se reproduisent, mais en fait c'est par ossiciparité, c'est séparant différentes cellules, mais elles vivent éternellement. Dans notre cas, non, c'est pas ça qu'on nous a offert. On nous a offert que nous allons vivre un certain nombre d'années. Maintenant, grâce à la médecine, ce nombre d'années est de l'ordre de 80, 90 ans, etc. Mais le sort de l'espèce, c'est pas notre affaire. C'est pas notre affaire. Qu'est-ce que la nature nous demande de faire? Elle nous demande de nous reproduire. Elle nous demande de survivre le temps qu'il faut pour reproduire. On se plaint beaucoup de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Je trouve c'est abominable qu'il y a certaines compagnies qui vous vendent des produits, et ces produits, ils ne se détériorent pas très rapidement, mais on a ajouté un petit élément pour qu'ils se détruisent au bout d'un certain temps. Nous trouvons ça scandaleux, sans penser au fait que c'est la manière dont nous avons été programmés aussi, par un programmeur, où ça s'est fait comme ça, je dirais un petit peu par hasard, mais nous aussi, quand nous avons dépassé l'âge où nous nous reproduisons, la nature se désintéresse entièrement de nous, et nous savons qu'il y a à l'intérieur de nos cellules le fait qu'elles peuvent se reproduire un certain temps et qu'après ça cesse de marcher. Alors, est-ce que nous sommes bien équipés pour nous occuper ainsi de l'avenir du monde? Nous pensons à nos enfants, et nous sommes très soucieux du sort de nos enfants. Nous avons parfois des petits-enfants ou même des arrière-petits-enfants et nous les voyons et nous ne voulons pas que le monde disparaisse, le monde humain disparaisse avec eux. Mais nous ne sommes pas bien équipés pour continuer à nous occuper du sort de nos des petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, etc. Tout ça se perd dans un futur
dont nous nous désintéressons, et finalement pour de bonnes raisons. D'abord parce que nous ne le connaissons pas, et puis parce que nous sommes conçus d'une certaine manière que ce qui nous est proche nous touche de près, et ce qui est plus lointain nous intéresse beaucoup moins. Il y avait un dessin, c'était pas un dessin humoristique, c'était un grand caricaturiste hollandais qui s'appelait Jo Speer, et je me souviens qu'étant enfant, j'ai vu une histoire qu'il racontait là, et c'était la chose suivante. C'est un monsieur qui est enfoncé dans son fauteuil, et il entend 1 million de morts à Jakarta, il ne bouge pas, il continue à lire son journal, il entend 100 000 morts en Afrique, il ne bouge toujours pas, il entend 10 000 morts en France, il ne bouge toujours pas, et finalement il entend un petit chat a été renversé par une voiture au coin de la rue machin et de la rue un tel, et ça c'est dans son quartier, et il se lève et il dit à sa femme, tu sais, il y a eu un accident. Et nous sommes comme ça, c'est comme ça que nous sommes. C'est-à-dire que nos arrière-petits-enfants et les arrière-petits-enfants de nos petits-enfants, ils se perdent là aussi, je dirais, dans une sorte de brouillard, de choses qui sont trop lointaines pour nous. Nous ne sommes pas véritablement équipés pour nous préoccuper véritablement du sort de ceux qui viendront, non pas 2 générations plus tard, ça nous pouvons encore nous le représenter, mais qui viendront encore beaucoup plus tard. Et il y a un autre élément, et là qui est lié, je dirais, à notre constitution psychique. Nous le savons maintenant, c'est une découverte qui date des années 1960, par un certain Benjamin Libet, un psychologue américain, qui s'est aperçu que notre volonté de faire quelque chose, notre intention de faire quelque chose, elle apparaissait en fait dans notre cerveau après que nous ayons fait la chose elle-même. Alors c'est un monsieur qui était, je dirais, de très bonne volonté. Il a fait des efforts jusqu'à la fin de sa vie pour essayer de prouver qu'il y avait une erreur dans ce qu'il avait mis en évidence. Il a parlé de décisions, de volonté qui pouvaient peut-être remonter le temps à reculons. Il a inventé il a parlé de 2 mécanismes peut-être, dont un qui permettait de réintervenir juste avant que les choses ne se passent, etc. Depuis les travaux de Libet, d'autres expériences ont été faites qui ont montré que contrairement à ce que Libet avait fait apparaître, c'est-à-dire qu'il y avait une demi-seconde entre notre acte et notre conscience de l'intention de le faire, Libet avait calculé une demi-seconde. Maintenant, les expériences qui ont été faites ont montré que ça peut aller jusqu'à 10 secondes. La décision dans notre corps de faire quelque chose peut précéder de 10 secondes la venue à notre conscience que nous allons le faire et que nous appelons l'intention de le faire. Nous sommes donc psychologiquement bien constitués pour vivre des expériences, pour voir ce qu'il faudrait faire dans un cas de, je dirais, de crise, et à le noter dans notre conscience, après coup, après la bataille. Mais ça s'inscrit dans notre mémoire. Pourquoi? Parce que les événements, le souvenir des choses qui se sont passées, nous l'associons à une valeur émotionnelle. Nous avons une valeur d'affect. Et quand nous voyons se représenter quelque chose du même ordre, nous commençons à avoir peur ou nous commençons à nous préparer, ou plutôt notre corps se prépare à le voir, à faire l'acte qui s'impose, qui est adéquat, qui est celui qu'il faut faire dans la bonne circonstance, dans le cadre de ces circonstances. Mais quand il s'agit d'événements, je dirais, de l'ordre de choses qui n'ont pas encore eu lieu, là nous sommes très très mal préparés. Nous n'avons pas de peur devant des choses que nous pouvons nous représenter de manière absolument abstraite, mais sans savoir exactement ce qu'il faudrait faire. Il n'est pas inscrit dans notre corps la réaction que nous devons avoir. Et quand on nous parle comme cela de l'extinction possible, et peut-être même probable de notre espèce, nous n'avons pas peur, parce que c'est quelque chose d'abstrait finalement pour nous, parce que ça aura lieu à un moment où nous ne serons plus là pour le voir, parce que ça concernera peut-être nos descendants, mais nos descendants que nous ne pourrons pas véritablement nous représenter. Alors, il faut que nous changions cette attitude. Il faut que nous modifions notre comportement. Et on peut imaginer un monde où nous aurions créé le robot, et c'est le robot qui nous remplacera, et voilà, ce sera la prochaine étape. Ce sera plus nous aurons été remplacés par quelque chose que la nature n'a pas créé d'elle-même. C'est nous, en tant que représentants de la nature, qui avons inventé des robots et des logiciels, et ça nous remplacera peut-être. Mais est-ce que nous voulons que les choses se passent de cette manière-là? Je crois que nous avons tous un attachement à l'espèce dont nous avons, une tendresse
pour qui nous sommes. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. J'ai parlé des guerres que nous n'arrivons pas à nous débarrasser. On parle encore de guerre pour résoudre des problèmes ici ou là. Vous ouvrez le journal, c'est au Yémen, c'est au Kenya hier, et ainsi de suite. La guerre est toujours là. Nous ne sommes pas parvenus à modifier les choses. Nous réfléchissons depuis au moins 25 siècles sur ce qu'il faudrait faire, mais nous n'arrivons pas à convaincre nos politiques de faire les choses dans cette direction-là. Si nous voulons que les choses n'aillent pas dans cette direction, et en général, quand on regarde à l'échelle, je dirais, de la vie sur la planète, à quelle échelle une extinction se dessine, après, il faut encore je ne sais pas, il faut encore de l'ordre de... au moment où l'extinction des dinosaures se dessine, je crois qu'ils vivent encore un million d'années, les choses se font lentement. Mais nous vivons dans un monde où nous avons commencé à pulluler un peu comme les lemmings et nous sommes en train de détruire rapidement. Si nous voulons que notre espèce n'aille pas à l'extinction, il faut que nous changions notre attitude maintenant. Ce n'est pas une question encore nous n'avons pas le temps. Or, nous sommes conscients que nous sommes mal équipés pour le faire. Nous n'avons pas les systèmes politiques et les systèmes économiques pour faire un changement de cap. C'est Attali qui dit un jour, on va quand même se rendre compte que tout ça est vraiment en danger. Et à ce moment-là, on ne fera pas confiance à la démocratie. On sait que les régimes autoritaires permettent de changer rapidement d'habitude et que c'est comme ça qu'on peut le faire. On vous parle souvent de crise économique, financière qui se dessine en Chine. Et on vous dit, voilà, attention, parce que dans 6 mois, il va y avoir une crise dans l'immobilier, il va y avoir un problème terrible sur la monnaie d'ici 2 ou 3 mois, etc. Et puis ça n'a pas lieu. Pourquoi? Parce que c'est un régime autoritaire, parce que ces gens se réunissent toutes les semaines et prennent des décisions importantes. S'il y a un problème de spéculation qui apparaît sur le marché de Shanghai, eh bien simplement, on ferme le marché pendant quelques temps et tous les gens qui avaient des positions là, ils sont cuits, ils ont perdu tout leur argent, mais ça ne fait rien. Le système repart. Il faut que nous le sachions, si nous ne voulons pas prendre les décisions maintenant qu'il faut pour qu'il y ait une descendance à notre espèce humaine sur la Terre, il faut que nous en occupions maintenant. Ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas un propos de Cassandre, mais il faut que nous fassions. Le choix est devant nous. Nous avons pu, certains d'entre nous, vivre à cette époque, justement, où on nous disait il n'y a plus de problème, l'histoire va se répéter indéfiniment. Et nous sommes passés rapidement au sein de notre propre vie, qui a donc cet horizon, je dirais, d'une centaine d'années, à devoir concevoir les choses d'une manière tout à fait différente et de voir des gens qui ne veulent pas changer les choses parce que finalement ça les arrange très bien. Et que nous sommes, d'une certaine manière, par le fait que nous sommes mortels, nous sommes dans une perspective à court terme, nécessairement. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est comme ça que ça nous a été donné. Et que de dire après moi le déluge, finalement, c'est une réaction tout à fait naturelle. Mais nous pouvons en même temps conceptualiser notre espèce, nous pouvons avoir envie qu'elle se poursuive. Et je crois que nous avons tous envie, en fait, qu'elle continue, que la Terre ne devienne pas morte de ce point de vue-là, parce que nous ne serions plus là. Mais nous devons savoir aussi que la nature, elle s'en fiche, elle ne viendra pas à notre secours. Pourquoi? Eh bien, parce que des extinctions, il y en a déjà eu. La nature ne trouve pas de solution quand les problèmes se posent. Elle se débarrasse des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est très simple, c'est qu'il y a des particules qui se rejettent qui se repoussent quand elles se rencontrent, et d'autres qui s'attirent. Et quand il y a des particules qui s'attirent, ça fait rapidement un atome et puis des molécules, etc. Et ça fait partie du processus que quand il y a des molécules, un jour il y aura des acides aminés, et quand il y aura des acides aminés, il y aura la vie. La nature, elle s'en fiche du fait que nous survivions ou non. Si nous disparaissons, eh bien, dans quelques millions d'années, à la surface de la Terre, à moins qu'il y ait un événement d'ordre cosmique, autre chose va apparaître. Est-ce que ce sera quelque chose comme nous ? Est-ce que nous allons revenir dans 5 millions d'années plus tard? Probablement pas, parce que quand on regarde les extinctions biologiques qui ont lieu à la surface de la Terre, chaque fois ça repart un petit peu dans une autre direction. Ça ne recommence pas de la même manière. Pourquoi? C'est parce que les possibilités, en fait, de ces assemblages d'atomes et puis de molécules, les possibilités sont infinies.
La vie reviendra, la vie reviendrait, il y aura sans doute des animaux, je dirais, de notre degré de complexité qui viendront plus tard. Ce ne sera pas nous et ça nous ressemblera pas, probablement pas. Alors la décision, elle est à nous maintenant. Il faut aller vite, il faut qu'il y ait une prise de conscience et qu'il faut que nous sortions du court-termisme qui est lié au fait que nous avons 80 à 100 ans et que nous pouvons être tentés de dire après nous le déluge, mais je crois qu'il est important que nous ne le fassions pas. Merci.